La parole est à Bernard Debré pour le groupe UMP. Madame la ministre, Madame la Présidente, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un sujet éminemment difficile et je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. Il serait d'ailleurs dramatique de vouloir lui coller une étiquette. Il faut cependant définir les mots, parce que trop souvent, on s'abrite derrière eux et on va vers une erreur. Je prendrai une première explication, tentative d'explication. L'acharnement thérapeutique. Mais c'est un mauvais terme. Il faut utiliser l'acharnement médical, et celui-là, effectivement, il est inacceptable. Comment peut-on faire? Comment a-t-on le droit d'aller traiter, d'aller administrer un traitement à quelqu'un qui est en train de mourir parce que la mort gagne et que la maladie n'est plus guérissable? Cet acharnement médical n'est pas acceptable et les médecins doivent le comprendre. Bien sûr, on doit, pour éviter la douleur, utiliser la sédation ou les traitements antalgiques. Quelle est la véritable différence entre la sédation et l'antalgie? J'avoue que j'ai essayé de comprendre. Un produit antalgique est par définition un produit sédatif de la douleur. Et je suis évidemment tout à fait d'accord pour que les médecins puissent utiliser la sédation. Et quand on dit utiliser la sédation pour empêcher le malade en fin de vie de souffrir, on sait parfaitement bien que cette sédation va être augmentée au fur et à mesure que la douleur elle-même augmente. Et on sait bien aussi que cette sédation ou cette administration de produits antalgiques va accélérer la mort. Mais l'intentionnalité, c'est bien de donner les produits nécessaires à ce que la mort soit douce, non douloureuse. Ce n'est pas d'utiliser un produit pour tuer immédiatement le malade et d'utiliser l'euthanasie. Alors oui, je suis ici pour expliquer les mots et le traitement, l'acharnement médical est quelque chose d'inacceptable. Mais l'acharnement thérapeutique, c'est tout autre. L'acharnement thérapeutique, ce sont les malades que l'on voit en réanimation. Ce sont les malades qui arrivent avec des maladies parfois graves, mais qui ont l'espoir de guérir. Comment est-ce qu'on peut utiliser dans vos lois, dans nos lois, le mot acharnement thérapeutique? Après, il y a la culture palliative. Bien entendu, c'est ce qui est fondamental aujourd'hui, la culture palliative. Culture palliative, elle n'a pas été enseignée, elle n'a jamais été enseignée suffisamment, et surtout il n'y a pas assez d'unités de soins palliatifs. C'est pourtant nécessaire, je dirais même fondamental, pour les médecins, j'allais dire nous médecins, pour les médecins, quand nous voyons un patient ou une patiente en fin de vie, de pouvoir lui offrir cette unité de soins palliatifs. 2% actuellement des patients en fin de vie ont le droit, ont la possibilité d'aller dans une unité de soins palliatifs. Et il faut, bien entendu, les développer. Directive anticipée. Bien entendu, c'est tout à fait important et je pense qu'il est important que les hommes, les femmes en bonne santé puissent donner leur directive anticipée. Sont-elles
impérative pour l'équipe médicale. Je me pose la question. D'autres se sont posé la question. Quand vous voyez arriver un homme, une femme, quel que soit son âge, en coma, qui a fait une tentative de suicide, vous savez que dans 80% des cas, les tentatives de suicide sont des appels à l'aide pour des hommes ou des femmes qui sont seuls, qui ont un problème, qui ont des troubles, quelquefois peu graves. Croyez-vous que ce médecin qui sera aux urgences, même si cet homme, si cette femme a laissé une directive, une lettre en disant « ne me réanimez pas », vous croyez que cet homme, cette femme, ne sera pas traité par le médecin de garde parce qu'il y a une lettre? Vous croyez que cette femme qui a 25 ans, cette femme qui a 40 ans, qui a fait une tentative de suicide, parce qu'il y a une directive anticipée, ne sera pas réanimée? Et moi, je me pose cette question-là. Parce qu'il m'est arrivé, dans ma profession médicale, de réanimer des quantités de jeunes femmes, de jeunes hommes, d'hommes plus âgés d'ailleurs, d'hommes moins âgés, et qui sont venus et qui, après avoir été réanimés, simplement, ont dit « merci, merci, et ce que j'ai fait, mon acte, c'était pour vous appeler à l'aide. Faut-il les laisser mourir parce qu'il y a une lettre? Je n'en suis pas sûr. » Merci. La dignité. Alors évidemment, la fin de vie, ce n'est pas uniquement le cancer en train de faire mourir. La fin de vie, c'est cette femme qui s'est suicidée et qui est en fin de vie si on ne fait rien. La dignité. Chers collègues, il faut conclure. La dignité, je voudrais encore une fois la définir. C'est très difficile. L'homme qui est en train de mourir dans un service qui n'est pas fait pour ça, évidemment, peut perdre sa dignité. Mais s'il est dans une unité de fin de vie, il récupère sa dignité. Et je voudrais aussi réagir à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Un homme, une femme qui a une maladie d'Alzheimer, est-elle digne? Est-ce qu'un jour, la société ne va pas dire « il est digne, il n'est pas digne », ouvrant par là la possibilité à la fin de vie, dans la dignité décidée par l'État. Est-ce que vraiment l'Alzheimer est indigne? Je vous laisse réfléchir, il y en a 800 000 en France. Il y en aura 1 million bientôt. Est-ce qu'il faudra leur mettre le... Merci, chers collègues. La parole est à Michel Delaunay. Indigne. Merci. Le groupe SR.